Notre troisième entreprise de jour, Eurobusiness Media, une agence de communication qui aide les entreprises à concevoir et à délivrer leurs messages en interne comme à l'extérieur face aux médias et aux investisseurs, et aux médias par exemple. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Adrian Dernil, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement la société, son activité, ses équipes. Eh bien écoutez, cette société, je l'ai créée il y a 17 ans maintenant et après une expérience exactement comme vous aujourd'hui, j'étais à votre place sur l'antenne de Bloomberg Télévision. Si vous voulez. Voilà, donc j'ai beaucoup interviewé des grands patrons, des investisseurs, des analystes financiers et il y a 17 ans, quand j'ai terminé cette phase de vie de journaliste économique et financier de télévision, j'ai décidé de prendre tout ce savoir-faire et d'en faire une société qui aiderait justement les corporates dans la préparation de leurs interviews face aux médias mais face aussi aux investisseurs pour écrire les discours des présidents ou les autres supports écrits de l'entreprise, pour faire des vidéos, que ce soit des interviews ou des vidéos animées, bref, tout un ensemble de savoir-faire que j'avais acquis à l'époque où moi j'étais journaliste et que je déploie aujourd'hui avec bonheur auprès des entreprises. J'allais justement vous demander qui sont vos clients. Alors, il y a principalement trois catégories de clients, je dirais les très grands groupes, souvent cotés en bourse, type CAC 40. Il y a les investisseurs. Alors, dans le domaine des investisseurs, il y a les grandes sociétés d'asset management traditionnelles, mais aussi les fonds de private equity, de plus en plus. Donc voilà, le coté et le non coté. Et puis, il y a les plus petites entreprises de type PME. Voilà, donc vraiment trois grandes clientèles. Et alors concrètement, que leur apportez-vous? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas pratiques par rapport à un patron du CAC 40, par rapport à un fonds d'investissement et peut-être même à un patron de PME? Alors oui, alors je ne veux pas prendre trop de temps avec ça parce que en 17 ans et avec le nombre de différentes situations qu'on a vécues avec les clients, il y aurait beaucoup à dire. Mais en gros, ça peut être par exemple une vidéo pour la communication financière trimestrielle d'un grand groupe avec l'interview du patron. Ça, c'était mon premier produit quand j'ai créé la société il y a 17 ans. Ça s'appelle CEO Direct. Ça continue trimestriellement chez des grands comptes. Ça peut être des vidéos pour lancer un produit, peut-être parfois un produit financier en montrant une animation ou alors en montrant une société par le biais d'animation, donc quelque chose de beaucoup plus vivant en termes d'animation par opposition à l'interview. Ça, c'est sur le plan vidéo. En écriture, ça peut être d'avoir écrit une plateforme de messages pour un grand groupe, ça peut être un discours de président. Pour une société plus petite, ça peut être aussi accompagner le dirigeant dans sa prise de parole. C'est quelque chose qu'on fait pour des grands groupes lors de journées investisseurs ou alors pour des plus petites sociétés dans toutes sortes de contextes. Mais ça peut être aussi une préparation de succession de président où il y a des enjeux critiques de présentation à l'interne, au board, voilà, vraiment beaucoup de choses. Et alors vous l'avez évoqué en introduction, pour les fonds de private equity, pourquoi ont-ils besoin de vous de plus en plus aujourd'hui? Alors, ce qui se passe dans le private equity est fascinant parce que c'est un secteur qui vivait un petit peu caché en dessous du radar, vu que c'est du non-coté. Donc, ce sont des acteurs qui ont beaucoup moins l'habitude de s'exposer à la lumière des médias que, mettons, une société cotée qui a une obligation de transparence. Et donc, en fait, aujourd'hui, parce que les sommes qui sont investies dans le private equity sont tellement colossales, il y a de plus en plus de besoin de médiatiser, de faire connaître, de faire du reporting. Et donc, c'est un secteur qui est très demandeur aujourd'hui d'accompagnement sur sa prise de parole. Et il y a vraiment tout à bâtir en termes de messages et de prise de parole en private equity. Alors, vous avez publié 2 livres, 2 guides qui récapitulent justement toutes ces techniques de présentation, de prise de parole. Je ne vous cache pas qu'on était tous dessus, hein. C'était vraiment la foire d'empoigne pour récupérer les livres, alors que c'est une rédaction de journalistes. Donc je les montre. Le premier, c'est l'art des présentations percutantes. Et le second, sur le média training. Et vraiment, c'est des guides utiles, didactiques. Alors, dans le premier, qui est justement l'art de la présentation percutante, vous listez toutes les différences en la matière entre les anglo-saxons et les européens. Alors, quelles sont-elles? Si je devais résumer une grande famille de différences, ça a à voir avec l'affirmation et la célébration de soi-même. En fait, vous voyez les anglo-saxons, surtout les américains, ils n'ont pas peur de dire haut et fort que ce qu'ils font est génial, que leur stratégie va être gagnante,
gagnante. Ils incarnent leur message avec positivité. Le corps même se met en mouvement. Donc il y a une communication non verbale qui est extrêmement bien faite et travaillée. Et en France, on s'excuserait presque de sa performance. C'est-à-dire qu'on est en train de sous-célébrer la victoire, la stratégie, etc. Bon, voilà, c'est cette modestie française, à mon avis, qui est un frein à la bonne communication, parce que quand vous ne dites pas suffisamment clairement et suffisamment fort ce que vous faites, ce de quoi vous êtes fier par rapport à votre stratégie ou les choses que vous avez accomplies, eh bien, les gens risquent de passer à côté du message. On travaille beaucoup ce sujet avec les dirigeants. Et justement, d'où cela vient-il, cette méthode américaine ou anglo-saxonne? Ça vient de l'enseignement. C'est que l'enseignement, ils ont déjà des cours d'expression orale, ce qu'on n'a pas et qui nous manque cruellement en France, et de la culture aussi. Alors oui, la culture et l'éducation sont indissociables, donc effectivement ça forme un tout, et on peut dire que les jeunes écoliers américains sont encouragés à faire des présentations devant le reste de la classe dès le plus jeune âge, ce qui fait qu'ils en ont tellement fait quand ils arrivent à l'âge adulte dans le milieu de l'entreprise que ça leur vient naturellement. C'est un format avec lequel ils sont à l'aise et ils ont déjà pu imiter, si vous voulez, un modèle d'excellence dans ce domaine pour l'avoir vu, touché du doigt. En France, où l'éducation est très scolaire et on vous tape sur la tête parce qu'on coupe les têtes qui dépassent, c'est l'antithèse de l'expression orale qui s'affirme devant ses comparses, et donc ça bride un peu la communication. Donc on est très bon, si vous voulez, sur les aspects scolaires et travaillés, mais en délivrance face à voilà, sur le fond, très très bon, beaucoup, bien meilleur que les Américains, et je peux le dire d'autant plus que je suis franco-américain, ça s'entend peut-être pas, mais je suis de double nationalité, de double culture, donc je peux très très bien comparer les deux approches. Et je dirais qu'en France, on a du savoir-faire, mais pas de faire savoir. Les Américains parfois n'ont pas le savoir-faire, mais le faire savoir est extraordinaire. Et donc j'essaye de plaider pour une convergence de ces deux approches. Faire un mixte des deux, c'est ça. Alors vous évoquez aussi dans le livre, forcément un sujet qui m'intéresse particulièrement, les femmes dirigeantes d'entreprise. Alors quels sont leurs atouts, par exemple? Alors il y a eu un rapport McKinsey qui a été très commenté sur en fait le leadership des femmes, et on peut regarder ce rapport et puiser beaucoup d'inspiration sur ce qui fait que la femme leader est le modèle du leadership de demain. Il y a l'empathie, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a le jeu en équipe, il y a l'écoute, et selon les études faites par McKinsey, on voit que ce sont toutes les caractéristiques du grand leader du futur. C'est ce que recherchent les équipes. Donc il y a les attributs de féminité dans l'entreprise qui vont aider la femme à être la leader naturelle de demain. C'est pas le cas aujourd'hui parce que le paysage est encombré par les hommes, mais effectivement... J'allais vous demander, voilà, pourquoi elles sont si peu nombreuses alors là, on est dans un passage générationnel avec le plafond de verre qu'on connaît tous, etc. Et nous, notre rôle, puisque en fait là, je suis là pour parler de l'art de la présentation, c'est d'aider ces femmes qui ont plein d'attributs et d'excellence en management et en leadership à le faire savoir un peu plus, parce que là, ce qui peut empêcher aussi les femmes d'avancer dans le monde de l'entreprise, c'est peut-être que justement, elles ne s'affirment pas assez. Et cette affirmation féminine doit passer par une phase un peu subtile. Si on copie le modèle masculin, c'est-à-dire l'affirmation outrancière, très macho, ça marche pas du tout quand c'est plaqué sur une femme dirigeante qui essaye de faire comme ça. Donc il faut trouver en fait d'autres approches féminines de l'art de la présentation. On a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais il y a des choses à faire et c'est très, très intéressant. Et alors dans votre deuxième ouvrage, il est question de média training, comment parler aux journalistes et réussir ces interviews. Alors ma première question, c'est si difficile que ça de parler aux journalistes? On ne peut pas rester naturel tout simplement? Alors il faudrait pouvoir rester naturel. C'est pas évident de le faire quand il y a les lumières d'un studio, la pression du direct, etc. Mais effectivement, c'est un très bon conseil. Être soi-même, c'est toujours la meilleure stratégie dans une prise de parole, puisque lorsqu'on est inauthentique, ça se sent. Donc vous voyez que sur le plan du non-verbal, essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, de jouer la comédie, de toute façon, c'est une mauvaise stratégie. Et est-ce que les dirigeants du CAC 40 sont bons dans cet exercice, justement, de parler aux médias? C'est très très hétérogène dans le CAC 40, et là on revient à la différence interculturelle. Il n'y a pas de leader américain qui ne soit pas une bête de scène en communication, parce que ça fait partie du job. En France, vous pouvez avoir cette hétérogénéité, parce qu'il y en a qui ont acquis un savoir-faire,
mais ça n'est pas un prérequis du job. Et ça va le devenir demain. C'est d'ailleurs notre propos, c'est de dire le leadership et la communication, c'est une seule et même chose. Et l'époque où le manager top PDG monte comme ça les échelons pour accéder à la magistrature suprême de l'entreprise et sans être un bon communicant, ça c'est plus possible. C'est ce qu'on va demander pour être un leader, c'est d'être un bon communicant. Donc on va sortir de l'époque technocratique où c'était le plus intelligent d'entre nous, le meilleur d'entre nous, etc. pour reprendre l'expression consacrée, les meilleures écoles, le plus intelligent, etc. C'est plus sur le QI que ça se joue, c'est sur le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle qui passe par une forme de communication et d'empathie. Et pour revenir aux journalistes, est-ce qu'il faut mentir aux journalistes pour éviter le scandale médiatique? On pense évidemment à l'ex-porte-parole de l'Élysée qui avait décrété qu'elle était prête à mentir pour protéger le président de la République. Bon, déjà, c'est une erreur de com que de l'avouer. Donc, bon, voilà, mentir, c'est pas très intelligent d'un point de vue de com. Et ensuite, reconnaître qu'on ment, c'est encore pire. Mais maintenant, reconnaissez qu'on vit une époque un petit peu bouleversante de ce point de vue-là avec la présidence Trump, où il y a des mensonges tous les jours. Je crois que le New York Times avait dénombré à peu près 10 000 mensonges absolument avérés par Donald Trump depuis le début de la présidence. Donc, on voit que mentir, ça peut continuer longtemps. Ceci dit, c'est pas du tout une stratégie qu'on recommande. Quand vous mentez, ça finit par se savoir, se voir et il vous en coûtera. Donc en fait, toujours la sincérité, l'authenticité. Par contre, mentir par omission, c'est-à-dire ne pas tout dire ou alors, comme on dit en publicité, la vérité bien dite, ça, ce sont des stratégies plutôt payantes. Et dans le cadre d'interviews, puisqu'on parle de ce qui se passe en ce moment dans la société, d'interviews à charge, on le voit, il y a de plus en plus d'émissions à charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants du CAC 40 par exemple? Est-ce qu'il faut participer à ces émissions? Alors justement, vous mettez le doigt dessus, c'est-à-dire qu'en fait, avant même de faire de la communication dans les médias, il y a un premier filtre binaire, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et on voit bien que dans certaines situations, la seule stratégie payante, c'est de pas y aller, d'accord? Donc après, si effectivement vous allez dans une interview à charge avec les meilleures techniques de communication du monde, de toute façon, vous allez vous faire allumer puisque au montage, on pourra détourner vos propos, etc. Donc je pense, et moi je suis un des premiers à le dire à des clients, ici, maintenant, c'est pas le moment de faire de la communication. Voilà. Je suis pas un pouce au crime. Il faut pas absolument faire de la communication dans toutes les circonstances. Alors juste pour terminer, qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut conclure que pour communiquer, finalement, tout n'est qu'une question de forme, de posture, de syntaxe. Alors là aussi, vous pointez quelque chose d'essentiel, c'est l'importance de ce que l'on projette au-delà de ce qu'on dit. Pour revenir à ce que je disais au début sur le savoir-faire et le faire savoir, en France, comme on est très très fort sur le fond, on mise tout là-dessus. L'argumentaire, une pensée cartésienne qui démontre quelque chose. Et en fait, à force de vouloir trop démontrer, on attire l'attention sur cette démonstration, c'est presque défensif. Nous on dit aux clients, plus tu t'excuses, plus tu t'accuses, c'est-à-dire ça en fait trop. Inversement, vous en faites un peu moins, mais vous rayonnez d'énergie positive, de bonheur à parler, de l'écoute, de l'échange, etc., qui ne sont pas des messages, mais qui sont des comportements. Tout ce non-verbal est très très puissant en termes de communication. Donc si on rebalance un petit peu du côté de la forme au détriment du fond, ça ne nous fera pas de mal en France et on atteindra l'excellence à l'anglo-américaine. Merci beaucoup Adrien Dirnil. Je le rappelle, vous êtes président fondateur d'Eurobusiness Media.